mangez le fruit, vous devenez aussi ou plus intelligente que Dieu. Ève mange et devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam et lui dit, j'ai mangé le fruit, je suis devenue intelligente, tu dois faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais interdit de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt, et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève, puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc le travail apparaît ici comme une sanction. C'est ça qu'il faut comprendre. Le travail est une sanction. C'est parce que l'homme a fait un péché qu'il a été sanctionné. Et la punition, c'est le travail. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, donc premièrement, première raison qui fait que le travail est considéré comme négatif, c'est que dans la tradition judéo-chrétienne, le travail apparaît comme une sanction. Deuxième raison, s'il vous plaît, deuxième raison, c'est que dans la philosophie grecque ancienne, comme dans la société grecque ancienne, on n'aimait pas le travail manuel. Je ne sais pas si vous voyez, même au Sénégal, il y a des travaux qui sont considérés comme des travaux dégradants, quoi. Il y a des travaux que les gens ne veulent pas faire au Sénégal, hein. Les filles là, les maçons, si, maçons, non. Non, c'est pas maçon. Les maçons, les gens veulent faire. UCG. Bon, bref, je ne veux pas citer de travail, mais disons, il y a des activités, il y a des travaux que les gens ne veulent pas faire. Vous êtes une fille, il y a quelqu'un qui fait un certain type de travail qui veut vous épouser, vous dites non, 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 parce que moi... Bon, voilà, donc chez les Grecs anciens, le travail manuel était considéré comme un travail dégradant. Le travail qui était valorisant, c'était le travail intellectuel. Donc, on considérait que le travail manuel était dégradant. Sénèque dit, rien de grand et de noble ne peut sortir d'une boutique ou d'un atelier. Rien de grand et de noble ne peut sortir d'une boutique ou d'un atelier. Donc on n'aimait pas le travail manuel chez les Grecs anciens. Maintenant, quand vous regardez la société capitaliste, comme le dit Karl Marx, dans la société capitaliste, les ouvriers font tout le travail, mais ils sont les plus pauvres. Les bourgeois ne font rien, mais ils sont les plus riches. Marx dit, dans la société capitaliste, ceux qui font tout n'ont rien, et ceux qui ne font rien ont tout. Ceux qui font tout n'ont rien, et ceux qui ne font rien ont tout. Il dit donc, le travail ici est une forme de sanction, c'est une forme de sanction, il va même jusqu'à parler de chosification. Le travailleur, l'ouvrier est chosifié, il est comme une chose, la réification par le travail. L'ouvrier est comme une chose, c'est quelqu'un qui est dominé par le bourgeois, et c'est quelqu'un qui est dominé par le produit de son propre travail. Donc le travail est dans l'ensemble négatif. Par contre, il faut voir, vous voyez, à chaque fois je mets thèse, antithèse. Par contre, le travail peut être considéré comme positif. Pourquoi vous êtes là? C'est pour avoir du travail. Vous êtes là pour avoir le bac. Après le bac, vous voulez faire une formation certainement à l'INSUP. Et après votre formation à l'INSUP, vous voulez avoir un bon travail. Donc, le travail nous permet d'avoir une certaine autonomie sociale. Le travail libère l'homme. Le travail libère l'homme. Pour le moment, vous n'êtes pas libre, vous dépendez trop de vos parents. C'est vos parents qui vous nourrissent, c'est vos parents qui vous blanchissent, c'est vos parents qui payent le transport pour venir à l'école. Pour le moment, vous dépendez. Mais à partir du moment où vous commencerez à travailler, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous continuerez toujours à dépendre de vos parents? Non, vous devenez un peu plus libre et vous pouvez même aider vos parents. Vous devez même aider vos parents. Alors, à partir de ce moment-là, le travail est quelque chose qui nous libère. Hegel en parle dans la dialectique du maître et de l'esclave. Vous connaissez certainement cette dialectique du maître et de l'esclave. Le maître ne travaille pas, c'est l'esclave qui travaille. Un maître, il ne travaille pas. C'est l'esclave qui travaille pour lui. Finalement, le maître, pour vivre, va dépendre du travail de l'esclave. Mais dépendre du travail de quelqu'un, c'est être son esclave. Donc, le maître, sans s'en rendre compte, devient l'esclave de l'esclave. Et l'esclave, grâce à son travail, s'émancipe et se libère pour devenir le maître du maître.
En réalité, des fois, nous croyons, si vous prenez nos domestiques de maison, des fois, nous croyons que c'est nous leur patron. Mais dans certaines situations, nous nous rendons compte que c'est elle la patronne. Parce que si elle est absente, c'est la catastrophe dans la maison. Surtout si la dame ne s'est pas préparée, la cuisine. Or, ah si, maintenant de plus en plus, c'est une grande tendance. Hein. Les jeunes filles là, n'est-ce pas, M. Sow? Des fois, c'est un problème. Et si la domestique n'est pas là, c'est une catastrophe. Donc, vous croyez que vous êtes la patronne de la domestique, alors qu'au contraire, c'est la domestique qui est votre patronne. Et c'est pourquoi Hegel dit que par le travail, l'esclave se libère et devient le maître du maître. Donc, le travail nous libère. Premier élément. Deuxième élément. Dans la religion, vous vous rendez compte, j'avais dit tout à l'heure que dans la religion, le travail est une sanction. Mais ça aussi, il faut le nuancer, parce que dans la religion, toujours dans la religion chrétienne, le travail est considéré comme une recommandation religieuse au même titre que la prière. Au même titre que la prière. L'individu doit prier, mais l'individu doit travailler. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, nous sommes dans le Nouveau Testament, Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne marchent pas non plus. Que ceux qui ne travaillent pas ne marchent pas non plus. Donc le travail est une recommandation religieuse. Ce n'est pas une punition, mais c'est une recommandation religieuse. Et même dans la religion musulmane, le travail se présente comme une recommandation religieuse. Un bon musulman, c'est quelqu'un qui doit travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez cours à 8h et que vous venez à 8h30, vous avez fait une faute par rapport à l'école. Hein. Le censeur doit vous sanctionner, le proviseur doit vous sanctionner, mais vous avez fait un péché. Ah, c'est un péché. Attention, c'est ça que je veux dire. Ah, c'est un péché. Ah, vous croyez que c'est pas grave? Parce que c'est un engagement que vous avez pris. D'accord. Donc, regardez, s'il vous plaît. Dans la sourate La Vache, Dieu dit la chose suivante. Regardez ce que Dieu dit. La piété véritable ne consiste pas seulement à tourner vos faces vers l'Orient, mais aussi à respecter vos engagements si vous en avez contracté. La piété véritable ne consiste pas seulement à tourner vos faces vers l'Orient. Tourner vos faces vers l'Orient, c'est quoi? C'est pas seulement prier, c'est ça qu'il veut dire. C'est pas seulement prier, mais c'est aussi respecter vos engagements si vous en avez contracté. Et parmi ces engagements, c'est que vous avez dit que vous êtes élève au lycée de Ouakam, que vous avez cours de 8h à midi, donc de 8h à midi, vous devez être là. Si vous venez à 8h30, c'est un péché. Si vous vous absentez, bon, je dis rien. Je dis rien. Mais c'est juste une façon de vous dire, s'il vous plaît, c'est juste une façon de vous dire que le travail est une recommandation religieuse. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui travaille. Et que la religion chrétienne promeut le travail. Saint Augustin le dit dans le travail des moines. Saint Augustin a écrit un ouvrage intitulé Le travail des moines. Et Saint Augustin dit, les moines eux-mêmes doivent quitter les monastères et aller travailler. Donc nul n'a une dispense de travail. Tout le monde doit travailler. Le travail est une recommandation religieuse. Après, j'ai dit tout à l'heure que dans la société capitaliste, l'ouvrier est dominé par le bourgeois. Le travail de l'ouvrier traduit la misère. Mais ce qu'il faut noter, et Marx le dit dans la section 3 du Capital, Marx considère que le travail permet de distinguer l'homme de l'animal. Par le travail, l'homme se distingue de l'animal. Parce que l'animal ne travaille pas. Ou alors, si l'animal travaille, c'est l'homme qui le fait travailler. Vous avez vu, par exemple, on peut utiliser le cheval, on peut utiliser l'âne pour aller travailler au champ, etc. Mais dans ce cas, ce n'est pas l'animal qui travaille, mais c'est l'homme qui le fait travailler. On se comprend. Donc, le travail permet de distinguer l'homme de l'animal. Parce que le travail humain est un travail qui est accompagné d'intelligence. Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a conçu la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. C'est Marx qui parle comme ça dans la section 3 du Capital. Et Marx montre que par le travail, l'homme se distingue de l'animal. Par le travail, l'homme se distingue de l'animal. Et enfin, par le travail, l'homme se donne une personnalité. Oui, par le travail, l'homme se donne une personnalité. Je veux dire, le travail reflète sur notre personnalité. Les enseignants ont une personnalité. Hein. C'est quoi? Il y a une personnalité d'enseignant. On dit qu'ils sont avares. Mais je veux dire, normalement, quand vous voyez un enseignant habillé d'une certaine manière, vous dites que ça, c'est un enseignant. Le travail forme la personnalité, participe à la formation de la personnalité. C'est pourquoi Émile Mounier dit tout travail à faire un homme en même temps qu'une chose. Tout travail à faire un homme en même temps qu'une chose. Ça fait une chose, mais ça fait un homme. Je ne sais pas si vous regardez, les militaires, ils peuvent avoir un type de comportement.
les hommes de tenue, quoi. Les enseignants, ils ont un certain type de comportement. Les Jakartaman, ils ont un certain type de comportement. En fait, le travail déteint sur notre personnalité, quoi. Voilà, le travail forme l'individu. Donc c'est important de ce point de vue-là parce que ça participe à la formation de notre personnalité. Et c'est pourquoi à la fin du Candide, Voltaire dit « Le travail nous éloigne de 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin ». Le travail nous éloigne de 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Mais un élément essentiel du travail, c'est qu'il nous libère. Le travail nous libère. Mais ici, nous sommes en phase avec la liberté. Le travail nous libère. Comment nous devons considérer la liberté? La liberté consiste-t-elle à faire ce qu'on veut? Pour certains penseurs, être libre, c'est faire ce qu'on veut. La liberté serait absence de contraintes. La liberté serait absence de contraintes. Être libre, c'est faire ce qu'on veut. J'ai trouvé une fois une copie. Franchement, j'ai été ébloui par cet élève qui, on lui a donné un devoir sur la liberté. Et l'élève a commencé par l'oiseau. En disant que dans la société Wolof, on a tendance à considérer l'oiseau comme l'animal libre. Parce qu'il vole comme il veut et se met sur l'arbre de son choix. On a l'impression qu'il n'est soumis à aucune contrainte. C'est beau ça. Chez les Wolof, on dit ça, dans la libre n'est pitch. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ou bien on dit pitch mom bopom. Pitch mom bopom, garab gouko neex lay tak. Voilà, cet enfant, ce candidat, a pris ça pour commencer son introduction. C'est ça aussi la finesse. Il a pris ça pour commencer son introduction. Pour montrer que l'oiseau se met sur l'arbre de son choix. Et donc de ce point de vue-là, il est libre, il n'est soumis à aucune contrainte. Donc on pourrait considérer que être libre, c'est faire ce qu'on veut. Un homme libre est un homme qui a la possibilité de faire ce qu'il veut et qui n'est soumis à aucune contrainte. Mais ça, on sait que dans la réalité, dans la vie réelle, on est toujours soumis à des contraintes. Hein. Ça, on ne peut l'imaginer que de façon métaphysique. Parce que dans les faits, on est toujours soumis à des contraintes. Du point de vue métaphysique, on peut parler de libre arbitre. Libre arbitre signifie faire ce qu'on veut. Et vous avez au moins 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'âne de Buridan, que vous connaissez. Hein? L'âne de Buridan. C'est un âne, Buridan, comme vous l'entendez, B-U-R-I-D-A-N, B-U-R-I-D-A-N, l'âne de Buridan. C'est un âne qui avait également faim que soif. L'âne n'avait pas plus soif que faim. L'âne n'avait pas plus faim que soif. Il avait également faim que soif. C'est bon. On le met au milieu de l'eau et de la nourriture. Donc on met l'eau à droite, la nourriture à gauche et l'âne est au milieu. L'âne est au milieu. Et l'âne a également faim que soif. L'âne est resté sur place, hésitant, ne sachant pas par où commencer, jusqu'à mourir de faim et de soif. Maintenant, si on enlève l'âne et on met un homme à sa place, est-ce qu'un homme serait resté sur place jusqu'à mourir de faim et de soif? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait un choix. Il aurait fait un choix. C'est ça que l'on appelle le libre arbitre. C'est un choix qu'il ne peut pas justifier. Parce que s'il commence par manger, on lui dit pourquoi vous avez commencé par manger, il dit j'avais faim. Mais on lui dit pourtant tu avais également soif. Donc voilà un choix qu'il fait et qui ne repose sur aucune justification complémentaire. Et à part de ce moment-là, on parle d'acte gratuit. C'est un acte gratuit qui renvoie au libre arbitre. Donc premier exemple, c'est l'âne de Buridan. Deuxième exemple, c'est l'histoire de l'Afkadio, que vous connaissez certainement, dont parle André Gide dans les caves du Vatican. L'Afkadio est quelqu'un qui voyageait dans un train, à côté d'un vieillard qui s'appelle Amédée Fleurissoir. L'Afkadio vient de rencontrer le vieillard pour la première fois dans le train. Il ne l'a jamais connu. Il vient de le voir dans le train. Ils se sont rencontrés dans le train et ils étaient assis côte à côte. L'Afkadio regarde le vieux pendant longtemps et sent le désir de le tuer. Le vieux ne lui a rien fait. Il dit, je vais compter jusqu'à 12 avant de le tuer. Il compte jusqu'à 12 et il prend le vieillard, il le jette à travers la fenêtre du train qui roulait à vive allure. Le vieillard meurt. Pourquoi il l'a tué? Lui-même ne sait même pas. Il dit, c'est parce que je suis libre que je l'ai tué. Être libre ici, c'est faire ce qu'on veut. C'est faire ce qu'on veut, il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune norme, l'individu fait ce qu'il veut. Sur le plan politique, on peut se référer aux anarchistes. Les anarchistes considèrent qu'il faut supprimer l'État, il faut supprimer toutes les formes de contraintes et permettre à l'individu de faire tout ce qu'il veut. Les grévistes français, en 1968, les grévistes français disaient, article 1, il est interdit d'interdire. Article 2, l'article 1 est interdit.
Donc, article 1, il est interdit d'interdire. Article 2, l'article 1 est interdit. Bon, parce qu'en fait, si vous dites il est interdit d'interdire, vous êtes en train d'interdire. Donc, il faut interdire votre interdit. Voilà pourquoi ils ont dit article 2, l'article 1 est interdit. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que c'est des gens qui pensaient qu'il fallait tout interdire et permettre à l'individu de faire tout ce qu'il veut. Donc être libre ici, c'est faire tout ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que l'individu a la possibilité de faire ce qu'il veut? Non. Donc la liberté, ce n'est pas absence de contrainte, mais c'est acceptation de la contrainte. C'est acceptation de la contrainte. Vous dites « je suis libre ». Cette fois-ci, je vais parler sous le contrôle de votre proviseur. Vous dites « je suis libre ». Regardez la phrase « je suis libre ». C'est une phrase, non? C'est une phrase française. « Je suis libre ». Vous avez dit « je », pronom personnel, première personne du singulier. Vous avez dit « suis », verbe être, conjugué à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Vous avez dit « libre », adjectif qualificatif, attribut du sujet « je », parce qu'il est séparé du sujet « je » par un verbe d'état qui est ici le verbe « être ». Donc quand vous dites « je suis libre », vous êtes en train d'obéir à des règles de grammaire. En conséquence, vous n'êtes pas libre. Donc, le simple fait de dire « je suis libre » montre qu'on est soumis à des contraintes. Le simple fait de le dire, mettez ça dans une copie, dites au prof, en réalité, la liberté n'est qu'une illusion, parce que le simple fait de le dire montre que nous sommes soumis à des contraintes, parce qu'on le dit en respectant des règles. Vous n'avez pas dit « je suis libre », vous n'avez pas dit « j'ai libre », vous n'avez pas dit « je vais libre », mais vous avez bien dit « je suis libre », donc vous avez obéi à des règles, vous avez respecté des contraintes. C'est aussi simple que ça. Donc la liberté, ce n'est pas l'absence de contrainte, mais c'est l'acceptation de la contrainte. C'est l'acceptation de la contrainte. Voilà pourquoi Jean-Paul Sartre considère qu'il y a liberté à chaque fois qu'il y a choix. Et l'individu peut choisir la contrainte. Jean-Paul Sartre dit que le prisonnier est libre parce qu'il a choisi de rester en prison. Le prisonnier est libre parce qu'il a choisi de rester en prison. Il avait le choix, hein? Il avait le choix, il pouvait se suicider. Ah, il peut se suicider. Il a préféré vivre et rester en prison. Il aurait pu tenter comment on appelle ça, le fait de fuir de la prison, l'évasion. Il aurait pu tenter l'évasion, mais il a préféré rester et purger sa peine, donc il a choisi. Jean-Paul Sartre dit, le peuple français n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation allemande. Les Allemands occupent la France, les Français sont dominés, il dit que c'est en ce moment-là qu'on est libre. Parce qu'on a le choix. On a le choix de faire la résistance avec De Gaulle. On a le droit d'accepter la capitulation avec Pétain. Et on a la possibilité de ne pas choisir du tout. Et Sartre dit, si vous ne choisissez pas, mais vous avez choisi de ne pas choisir. Donc l'individu, vous êtes une femme et vous avez un mari qui vous frappe tous les jours. Vous êtes libre? Ah, vous êtes libre, quand même. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez divorcer. Vous pouvez le tuer. Ah, votre mari, c'est facile de tuer son mari. C'est trop facile. Vous pouvez le tuer. Mais vous avez choisi. Qu'est-ce que vous avez choisi? Non, là, vous avez choisi. Votre mari vous frappe tous les jours. Vous avez choisi de rester et de vous faire rosser par lui tous les jours. Donc c'est vous qui avez choisi. Vous êtes libre. D'accord? Donc, de ce point de vue-là, Jean-Paul Sartre considère que l'homme est toujours libre. Dans toutes les situations, l'homme choisit sa condition. Dans toutes les situations, l'homme choisit sa condition. L'homme est toujours libre. Et quelqu'un comme Albert Camus, que vous connaissez, à travers le mythe de Sisyphe, vous connaissez certainement le mythe de Sisyphe, Albert Camus nous donne l'exemple de Sisyphe qui était condamné à faire monter un lourd rocher jusqu'au sommet d'une grande montagne. Et à chaque fois qu'il arrivait au sommet, le rocher devait retomber et il devait le reprendre. Mais ce qui s'est passé, c'est que Sisyphe avait fini par aimer ça. Et quand on aime ça, ce n'est plus une contrainte. C'est comme si vous punissez un enfant. Vous punissez un enfant, vous lui dites, je vous ai puni, vous devez rester au salon et vous regardez la télé. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas sortir. Alors que c'est ça qu'il voulait. Est-ce que votre punition est une punition? Non, ce n'est plus une punition. Pourquoi? Parce qu'il aime la punition. Il accepte la punition. Donc la liberté ici, c'est l'acceptation de la contrainte et non pas le fait de refuser la contrainte. Nous avons ces deux conceptions de la liberté. La liberté comme absence de contrainte, mais la liberté comme acceptation de la contrainte. Ce qu'il faut voir, c'est que quand nous vivons en société, nous ne pouvons pas échapper à la contrainte. Ah oui, quand nous vivons en société, il y a toujours des contraintes. Maintenant, être libre, c'est accepter ces contraintes. Je suis libre tant que j'accepte ces contraintes, tant que je respecte les contraintes.
Mais à partir du moment où je lutte contre ces contraintes, c'est en ce moment-là que je vais avoir des problèmes parce que je peux me retrouver en prison, je peux être marginalisé, etc. parce que je refuse d'accepter ces contraintes. Après, nous disons un mot, parce qu'on a parlé de liberté, mais qui parle de liberté parle d'État. En réalité, est-ce que l'État assure la liberté de l'individu? Est-ce que l'État assure la liberté de l'individu? Vous avez dit oui, vous avez raison. Dans un État démocratique, normalement, l'individu a la liberté. Dans un État démocratique. Rousseau dit, à travers le contrat social, que la démocratie engage tous les citoyens. C'est-à-dire que dans la démocratie, ce sont les citoyens qui établissent les lois. Et quand j'établis une loi et que j'obéis à la loi, j'obéis à qui? J'obéis à moi-même, donc je suis libre. L'impulsion du seul appétit et esclavage, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites et liberté. C'est Rousseau qui parle. L'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites et liberté. Donc si j'obéis aux lois que moi-même j'ai établies, je suis libre. Dans une démocratie, la liberté du citoyen est assurée. Rousseau le dit dans le contrat social. La démocratie pour Rousseau est un régime de liberté. Montesquieu, dans la République, considère aussi que s'il y a séparation des pouvoirs, il y a liberté du citoyen. Mais pour qu'il y ait liberté du citoyen, il faut qu'il y ait séparation et indépendance des pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Il faut que les pouvoirs soient séparés et il faut que les pouvoirs soient indépendants les uns des autres. Et à partir de ce moment-là, la liberté du citoyen est garantie. Pour Montesquieu. Donc pour Rousseau, il y a liberté parce que le citoyen est impliqué. Pour Montesquieu, il y a liberté parce que les pouvoirs sont séparés et indépendants. C'est bon. Pour Rousseau, il y a liberté parce que le citoyen est impliqué. Il est impliqué. Pour Montesquieu, il y a liberté, donc dans l'État, pour Montesquieu, parce qu'il y a séparation et indépendance des pouvoirs. Il y a séparation et indépendance des pouvoirs. Pour Spinoza, il y a liberté dans l'État parce que l'État s'intéresse à l'intérêt des citoyens. Il y a liberté parce que l'État s'intéresse à l'intérêt des citoyens. On se comprend. L'État est au service de l'intérêt des citoyens. C'est-à-dire que l'État peut faire des choses qui n'arrangent pas les citoyens. Quoi. Les citoyens considèrent que ça ne les arrange pas, mais c'est pour leur intérêt. Donc il y a liberté lorsque l'État met en avant l'intérêt des citoyens. Par exemple, à un certain moment avec la Covid, il y a eu le confinement. On était obligé de rester chez nous à partir de 20h. Vous vous rappelez, non? Bon, ça nous créait des problèmes. Mais est-ce que ce n'était pas pour notre intérêt? Non. Normalement, c'est pour notre intérêt. Normalement, c'est pour notre intérêt. Donc, c'est dire qu'à chaque fois que l'État pose un acte allant... Bon, par exemple, hein, le prof, vous faites un devoir de philo, le prof vous donne 1. Bon, est-ce que ce n'est pas pour votre intérêt? Si, c'est pour votre intérêt. Ce n'est pas qu'il est méchant. Le proverbe français dit qui aime bien, châtie bien. C'est pour vous amener à... Je serai jugé, en effet, comme serait jugé un médecin qu'accuserait un cuisinier devant un tribunal d'enfants. C'est Socrate qui parle comme ça, dans l'apologie de Socrate. Je serai jugé, en effet, comme serait jugé un médecin qu'accuserait un cuisinier devant un tribunal d'enfants. Je serai jugé, en effet, comme serait jugé un médecin qu'accuserait un cuisinier devant un tribunal d'enfants. C'est-à-dire que si un médecin est accusé par un cuisinier, et si c'est des enfants qui doivent les juger, les enfants, ils vont donner raison à qui? Au cuisinier. Il n'y a rien à faire. Les enfants vont donner raison au cuisinier. D'accord. Même les adultes risquent de donner raison. Personne n'aime les médecins. Mais le médecin, il nous fait mal. Mais est-ce que ce n'est pas pour notre intérêt? Si le médecin, il ouvre des entrailles, il administre des piqûres, il nous donne des potions amères, on n'aime pas les médecins. C'est pourquoi quand vous avez un ami médecin qui vous dit « ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu », il vaut lui tant mieux. Je ne veux pas vous voir. En fait, on n'aime pas les médecins, mais ils nous font mal, mais ils font mal pour le bien. Alors c'est ça que Spinoza dit. Spinoza dit, l'État est au service de la liberté à chaque fois qu'il met l'accent sur l'intérêt des citoyens. Sur l'intérêt des citoyens. C'est bon. Voilà, maintenant, on peut considérer que l'État peut ne pas assurer la liberté des citoyens. Dans une dictature, est-ce que les citoyens sont libres? Non, dans une dictature, les citoyens ne sont pas libres. Thomas Hobbes, dans le Léviathan, montre qu'un bon chef d'État doit être un monstre. Parce que l'homme est naturellement méchant. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Et puisque l'homme est méchant, il ne faut jamais le laisser libre. Pour Thomas Hobbes, il ne faut jamais laisser l'homme libre. Nicolas Machiavel soutient la même thèse en disant que l'État doit utiliser la ruse. L'État doit utiliser la ruse pour dominer le peuple. Il faut dominer le peuple de façon rusée. De façon rusée. Il faut utiliser la ruse, la manipulation, etc. pour dominer le peuple. C'est ce que dit Machiavel. Mais on peut aller plus loin.
en se disant, est-ce que la démocratie elle-même est un régime de liberté? Est-ce que dans la démocratie elle-même, l'individu est libre? Prenez le cas du Sénégal. Pour être président de la République au Sénégal, il faut déposer une caution. La caution, c'est combien? 30 millions. 30 millions. On dit, la démocratie dit, nous sommes tous libres en droit, je ne sais pas. Bon, 30 millions, qui peut déposer 30 millions? Et est-ce que le paysan peut déposer 30 millions? Est-ce que l'éleveur peut déposer 30 millions? Est-ce que l'enseignant, en tout cas moi, je ne peux pas déposer. Je ne sais pas si ça peut déposer, ou le censeur. Mais moi, je n'ai pas 30 millions. Et 30 millions, c'est juste la caution. Hein? Si ça passe, il faut aller chercher de l'argent pour faire la campagne. Et ça, c'est encore d'autres millions. Ça veut dire qu'au minimum, le gars là, il doit avoir le double de 30 millions. Il doit avoir 60 millions. Et après, on dit que nous sommes tous libres et égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, selon Jacques Rancière, que la démocratie est une illusion. Il s'appelle Jacques Rancière. Rancière, c'est R-A-N-C-I-E-R-E. 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 Il s'appelle Jacques Rancière. Jacques Rancière, il a écrit un ouvrage intitulé Haine de la démocratie. Le titre de son ouvrage d'ailleurs est parlant. Haine de la démocratie. Il dit je n'aime pas la démocratie. Haine de la démocratie. Haïr la démocratie quoi. Haine de la démocratie. Il s'appelle Jacques Rancière. Rancière, c'est R comme retour. R, Rancière. R-A-N, N comme non. N comme non. Rancière, C-I-E, accent, R-E. Jacques Rancière. Il dit, la démocratie est une illusion. En fait, la démocratie ne nous donne pas la liberté, mais c'est une illusion de liberté. C'est une illusion de liberté. On nous fait croire que vous êtes libre, alors qu'au fond, la liberté n'existe pas dans la démocratie, parce que c'est les riches seulement qui accèdent au pouvoir. Après, on nous dit que c'est la loi c'est nous qui l'établissons. Est-ce que c'est nous qui établissons la loi? En fait, c'est les députés qui établissent, mais les députés, normalement, ils doivent établir à notre nom. Mais est-ce qu'ils établissent vraiment à notre nom? C'est ça le problème. C'est pourquoi on a posé beaucoup de questions à l'endroit de la démocratie représentative. Est-ce que nos représentants nous représentent vraiment? Est-ce que nos représentants nous représentent vraiment? Ou alors est-ce qu'ils représentent d'autres sphères? Donc on se rend compte que la démocratie pose problème, et c'est pourquoi Jacques Rancière a considéré que la démocratie est une illusion de liberté. Jacques Rancière va plus loin. Il dit que la démocratie est la dictature la plus dangereuse, parce que c'est une dictature voilée. Il dit que c'est la dictature la plus dangereuse, parce que c'est une dictature sournoise, c'est une dictature voilée. La dictature, au moins, on sait que ça, c'est la dictature. Mais la démocratie nous fait croire que c'est la démocratie, alors qu'à l'intérieur, on a plutôt la dictature. Vous prenez tous les pays hein, où on parle de dictature, tous les pays, ces pays-là s'appellent des pays démocratiques. La Gambie sous Yaya Jammeh s'appelait pays démocratique. Ah oui, la Gambie sous Yaya Jammeh s'appelait pays démocratique. Même si Yaya Jammeh voulait s'appeler, je ne sais pas, vous connaissez les noms, docteur, professeur, il avait plusieurs noms et il fallait utiliser tous ces collectifs-là pour le désigner. En fait, Hitler se prenait pour un démocrate. Hein. En réalité, c'est cela. C'est pourquoi Jacques Rancière dit la démocratie est la dictature la plus dangereuse parce que c'est une dictature voilée. Alors moi, j'ai dit que l'État démocratique protège notre liberté, mais j'ai dit dans l'antithèse que l'État démocratique constitue un problème. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? La démocratie n'est pas bonne, la dictature n'est pas bonne. Que faut-il faire finalement? Est-ce qu'on doit se passer de l'État? Les anarchistes disent qu'il faut supprimer l'État. Mais est-ce que ça, c'est une solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pascal dit ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que le fort soit juste et que le juste soit fort. Il faut faire en sorte que le fort soit juste. Donc il faut faire en sorte que l'État soit fort, mais qu'il soit juste. Ou alors il faut faire en sorte que celui qui est le plus fort d'entre nous, qu'il soit juste et qu'on lui donne le pouvoir. Faire en sorte que le fort soit juste ou que le juste soit fort. Faire en sorte que le fort soit juste ou que le juste soit fort. Voilà ce que Pascal propose. Mais on ne peut pas se départir de l'État. L'État, c'est l'enfant monstrueux du droit et de la force dont parle Paul Valéry. S'il est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, il nous périssons. Donc, dans tous les cas, il y a problème. Mais ce qu'il faut faire, selon Pascal, c'est faire en sorte que le fort soit juste ou que le juste soit fort. J'ai parlé de toutes ces choses, peut-être là, le dernier élément que je voudrais présenter, c'est ce qui nous permet
finalement, devant cette absurdité du monde, hein, il y a beaucoup de problèmes. L'État nous pose problème, la société nous pose problème, le travail nous pose problème. Nous ne sommes pas libres, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de contraintes dans la société. Finalement, que faut-il faire pour survivre? Que faut-il faire pour vivre? Que faut-il faire pour accéder au bien-être et au progrès? La solution qui nous permet de vivre le monde, de pouvoir supporter les pesanteurs du monde. L'art nous permet de supporter finalement les pesanteurs du monde. Parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs dans la société, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de contraintes. L'art nous permet d'échapper, si vous voulez. L'art nous permet d'échapper, nous permet de construire un autre monde, ne serait-ce que par l'imagination. La musique, la poésie, la danse, etc. Toutes ces choses-là nous permettent d'oublier, ne serait-ce que le moment d'une fréquentation d'une œuvre d'art. Ça nous permet d'échapper aux pesanteurs de la vie, aux difficultés de la vie. Donc l'art de ce point de vue-là aurait une fonction thérapeutique. L'art soigne. L'art soigne. Devant le stress, là, nous avons des fois le stress, devant tous les... L'art nous permet de trouver des solutions. Donc l'art nous permet de créer un autre monde. L'art nous plonge dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde de difficultés dans lequel nous sommes. L'artiste nous invite à voyager dans un autre univers. Fait d'imagination, mais un univers plus paradisiaque, un Eldorado, hein, pour parler comme Voltaire, dans le Candide. Hein. Dans le Candide, vous avez Candide et Pangloss qui vivaient dans un monde difficile et qui, comme par une sorte de coup de magique, se sont retrouvés dans l'Eldorado. Un monde sans problème, un monde sans difficulté, un monde sans pesanteur. Donc là, l'artiste est quelqu'un qui crée ce monde-là. Il est un génie créateur. L'artiste est un démiurge, il est un génie créateur. Il crée un autre univers. Nédoncel dit, pour l'artiste, l'univers est à refaire. Nédoncel. Pour l'artiste, l'univers est à refaire. Donc il refait un autre monde. Il crée un nouvel univers qui n'a rien à voir avec l'univers difficile dans lequel nous vivons. Mais cette conception de l'art est une conception qui n'est pas partagée par tout le monde, évidemment. Hein. Certains considèrent que l'artiste est quelqu'un qui reproduit le monde tel qu'il est. L'artiste reproduit le monde tel qu'il est. Il ne change pas le monde, mais il le reproduit. En littérature, vous avez vu par exemple le réalisme. Hein? C'est exactement la même chose. Le réaliste est quelqu'un qui narre les faits tels qu'ils se sont produits dans la réalité. Donc c'est quelqu'un qui ne déforme pas, mais il reproduit. Vous avez entendu parler des peintures de Zeuxis. Zeuxis est quelqu'un qui peignait des champs de mil et de raisins tellement semblables à la réalité que des oiseaux venaient picorer sur ces tableaux en croyant que c'est de vrais champs de mil. Donc l'artiste n'est pas quelqu'un qui change le monde, c'est quelqu'un qui recrée un monde qui ressemble à celui dans lequel nous vivons. Mais disons que pour beaucoup de penseurs, l'artiste est quelqu'un qui crée un nouvel univers. C'est quelqu'un qui se révolte contre ce monde et qui crée un monde nouveau qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons, ce qui lui permet de vivre sa liberté, ce qui lui permet de faire travailler son imagination. Voilà ce que je voudrais apporter comme contribution dans cette corbeille. Je vous remercie.